Fermez les yeux une seconde. Imaginez-vous réveillé non pas au chant des oiseaux, mais au goût âcre de la poussière dans votre bouche. Vos poumons sont lourds. Tout ce que vous possédiez, vos photos, vos meubles, le jouet préféré de votre enfant est enseveli sous des millions de tonnes de béton. Maintenant, imaginez que la seule chose dont vous avez besoin pour reconstruire, le ciment, n'existe plus. Pas cher. Pas rare. Juste absent. Depuis 3 ans, pas un seul sac n'est entré. Que faites-vous? Vous abandonnez? Non. Vous descendez dans les décombres de votre propre maison pour y arracher votre futur. Ce n'est pas un reportage de guerre. C'est l'épopée de ce que l'être humain est capable de faire quand survivre est la seule option. Bienvenue dans l'économie de la survie. Rue Al-Rachid, Carrefour Nabulsi, Gaza. Ici, le paysage n'est plus une ville. C'est une plaie ouverte. Au milieu des gravats, une tente. Une simple bâche qui bat au vent, déchirée par le sel et la poussière, mais qui abrite un secret. À l'intérieur, la vie familiale et l'industrie lourde se heurtent dans un choc permanent. D'un côté, une mère qui prépare le thé. Un geste minuscule pour tenir le coup. De l'autre, un père qui fracasse des blocs de béton avec un marteau forgé dans les restes d'un obus de char. Ici, la cuisine est aussi une usine. Ici, le repas du soir se gagne à la sueur de la poussière, coup après coup, souffle après souffle. Et dans ce chaos, ce sont les mains d'une seule famille qui portent le poids de tout un peuple. Alors, entrons dans leur monde. Derrière chaque sac de ciment produit, il y a des prénoms. Des visages. Des histoires. Ibrahim, le père, 39 ans. Il frappe le béton comme s'il frappait son propre traumatisme, après 2 mois de détention. Pour lui, ce travail de forçat est une thérapie. Il dit que l'atelier, ce bruit, cette chaleur, cette fatigue, a effacé 90% de ses souffrances psychologiques. 90% Fares, 16 ans, est le pionnier. C'est lui qui a eu l'idée. Il fouille les décombres sur son tuk-tuk, là où personne ne veut aller. Et puis il y a Ahmed, 13 ans. Il soulève des sacs de 70 kilos au plus lourd que son propre corps. Ahmed a récemment passé des heures entre les mains des soldats au checkpoint, pendant que sa mère, Fares, comptait chaque seconde d'angoisse, sans savoir s'il reviendrait. Elle résume l'insupportable en une phrase, « Mes enfants devraient apprendre, mais nous n'avons pas de quoi payer d'ouvriers. » Voilà la réalité crue, l'enfance est le carburant de leur machine. L'avenir se paie au prix du présent. Mais comment transforme-t-on des ruines en ressources? Ce n'est pas de la magie. C'est un calvaire en 3 étapes qui use les corps et brûle les âmes. Première étape, l'extraction. Fares arrache les blocs de béton pétrifiés aux murs éventrés, dans des zones où chaque déplacement peut être le dernier. Deuxième étape, la torréfaction. On fait chauffer ces blocs sur des plaques métalliques brûlantes, à même le sol, pour en chasser l'humidité. La fumée est noire, âcre, toxique. Personne n'a de masque. Personne n'a de protection. Troisième étape, le tamissage. Les enfants, à main nue, passent cette poudre grise dans des mailles fines, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle recouvre leur peau, leurs cheveux, leurs cils, leurs poumons. C'est ainsi, tamis après tamis, que naît l'or gris de Gaza. Un or dont le prix, comme vous allez le voir, a totalement perdu la raison. Pour comprendre l'absurdité de ce système, regardez les chiffres. Avant la guerre, un sac de ciment neuf coûtait 20 shekels ou environ 3 $. 3 $ pour construire une maison. Aujourd'hui, on ne vend plus au sac. On vend au gramme, comme de la poudre. Le kilo atteint parfois 35 shekels, près de 10 $. Un sac entier, produit dans les flammes et la poussière, peut atteindre 200 $ sur le marché noir. Une matière première de base est devenue un produit de luxe inaccessible. Le blocus a étranglé l'économie. Il a fait disparaître les maçons, les entrepreneurs, les ingénieurs. Il a laissé la place à des familles déplacées, abîmées, qui bricolent leur survie avec les outils du désespoir. La rareté est telle que ce qui sort de cette tente n'est plus du ciment. C'est une bouffée d'oxygène, monnayée au prix fort, pour tenir un jour de plus. Et le rendement de cette souffrance, vous allez le découvrir. Alors,
quel est le rendement quotidien de cette souffrance organisée? Asseyez-vous. Les chiffres donnent le vertige, mais pas dans le sens où vous l'imaginez. La famille Abu Jabal produit au maximum 7 sacs de ciment par jour. 7. Pas 70. Pas 700. 7. Chaque sac pèse entre 25 et 70 kg. Pour visualiser, 70 kg, c'est le poids d'un adulte. C'est le poids qu'Ahmed, 13 ans, soulève, porte, empile, encore et encore. Ses bras tremblent. Son dos se voûte. Ses mains saignent. Et chaque matin, il recommence. Pour produire ces 7 sacs, toute la famille travaille de l'aube à la nuit tombée. Ibrahim frappe, frappe, frappe. Des milliers de coups de marteau sur des blocs de béton. Fares roule des heures sous les décombres, au risque de sa vie. La mère Tamise, tous, pleure parfois quand personne ne regarde. Et Ahmed porte. 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 Et en échange de tout cela ou de cette usure des corps, de ces poumons brûlés par la fumée toxique, de cette enfance sacrifiée ô combien gagne-t-il? Le revenu quotidien généré par ces 7 sacs est à peine suffisant pour nourrir la famille élargie. Pour acheter du pain, de l'eau, peut-être un peu de médicaments. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas d'épargne. Il y a juste la survie. Une survie à la petite semaine, gagnée à la sueur, au sang, à la poussière. L'économiste Ahmad Abu Kamar appelle cela l'adaptation forcée. Une formule élégante pour décrire l'enfer. Derrière les chiffres, il y a des corps. Derrière les sacs, il y a des nuits blanches. Derrière chaque kilo de ciment, il y a un gramme de vie qui s'échappe. Voilà le vrai rendement de l'économie de la survie. Le ciment n'est pas qu'un tas de poussière grise. C'est la clé de voûte. Le premier domino. Sans lui, rien ne tient. Les maçons n'ont plus de murs à élever. Les peintres n'ont plus de surface à couvrir. Les plombiers n'ont plus de dalles à traverser. Les électriciens n'ont plus de gaines à passer. Derrière le ciment, ce sont des centaines de métiers, des milliers d'emplois, toute une économie qui s'effondre. En bloquant le ciment, le blocus ne paralyse pas seulement la construction. Il paralyse la vie. Il condamne Gaza à rester une ruine permanente, une ville-musée de sa propre destruction. Les Abu Jabal font plus que recycler du béton, ils fabriquent les pièces d'un puzzle que le monde entier semble vouloir effacer. Mais attention, ce puzzle est fragile. Très fragile. Presque illusoire. C'est ici que le tragique rencontre la physique. Le ciment n'est pas éternel. C'est une matière vivante, qui respire, qui vieillit et qui meurt. Sa durée de vie naturelle? 6 mois. 6 mois, et il commence à perdre ses propriétés, à se fissurer, à s'effriter. Ce que les Abu Jabal récupèrent dans les décombres est là depuis 3 ans. 3 ans de pluie, de soleil, de poussière, de bombes. Résultat? L'ingénieur Naël Almadoun est formel, ce ciment recyclé n'a que 20% de sa force d'origine. 20%. Il travaille 3 fois plus longtemps, 3 fois plus dur, pour obtenir un matériau 5 fois plus fragile. Et pour qu'il tienne debout, même mal, ils doivent ajouter des liants chimiques hors de prix. C'est un combat contre les lois de la nature. Mais pour eux, 20% de solidité, c'est toujours l'infini comparé au néant. Et ce néant, il a un visage. C'est celui du paysage qui les entoure. Regardez l'horizon. Ce que vous voyez, ce n'est plus une ville. Ce n'est plus un paysage urbain. C'est une mine. Une mine à ciel ouvert. Une carrière de la désolation. Les chiffres donnent le vertige. Selon les Nations Unies, 78 à 81% de tous les bâtiments et infrastructures de Gaza sont gravement endommagés ou complètement détruits. 4 bâtiments sur 5. Votre maison. Votre école. Votre hôpital. Votre mosquée. Votre supermarché. La chambre de vos enfants. Tout. Réduit en poussière. Et les décombres? 60 millions de tonnes. 61 millions, selon les dernières estimations. C'est impossible à visualiser. Alors laissez-moi vous aider. Cette montagne de gravats, c'est l'équivalent de 10 pyramides de Gizeh.
10 pyramides de béton pulvérisé, de métal tordu, de verre brisé, de matelas arrachés, de cahiers d'écoliers déchirés. 10 pyramides de souvenirs, de rires d'enfants, de projets d'avenir. Tout cela, réduit en miettes. Gaza n'est plus un territoire. C'est une gigantesque zone à déblayer. Chaque rue est une carrière. Chaque immeuble effondré est un gisement de ferraille et de poussière. Les habitants ne sont plus des citoyens. Ils sont devenus des chercheurs d'or. Mais leur or, c'est le gravier. Leur filon, c'est le ciment récupéré dans les ruines de leur propre chambre à coucher. On a bombardé les écoles, et maintenant les enfants trient les gravats de leur salle de classe. On a rasé les hôpitaux, et maintenant les familles tamisent la poussière des blocs opératoires. C'est un cauchemar logistique, mais c'est aussi la preuve d'une absurdité gigantesque. Derrière ces chiffres, il y a des centaines de milliers de familles qui ne demandent qu'à se relever. Mais comment se relève-t-on quand on vous a volé jusqu'aux outils du relèvement? Voilà le vrai visage de l'économie de la survie. Ce n'est pas une économie. C'est un exutoire. C'est la dernière respiration d'un peuple avant l'asphyxie totale. Alors, que nous reste-t-il de l'histoire des Abu Jabbal? Une leçon de résilience pure. Une preuve que l'être humain, acculé, peut faire des miracles avec ses mains et sa volonté. Mais aussi un cri d'alarme. On ne peut pas reconstruire une nation avec 20% d'efficacité. On ne peut pas sacrifier l'école des enfants, leur enfance, leur avenir, pour fabriquer de la poussière éternellement. Ce ciment recyclé est un palliatif, une rustine, pas une solution. Chaque kilo tamisé à main nue est un infime fragment de ces 61 millions de tonnes de décombres. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur un paysage anéanti. Mais cette tentative prouve une chose fondamentale, l'être humain ne se rend jamais. Tant qu'il y aura des mains, il y aura une maison. Tant qu'il y aura une volonté, il y aura un chemin. Les Abu Jabbal ne demandent pas la charité. Ils demandent une chance. Une chance de reconstruire avec du vrai ciment. Une chance de renvoyer leurs enfants à l'école. Une chance de vivre, tout simplement. Alors, partagez ce récit. Parce que certaines histoires ne doivent jamais rester ensevelies sous les décombres. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas. Et si vous le pouvez, agissez.